Les routeurs permettent de choisir le chemin que les données vont emprunter pour arriver jusqu'à la destination. Ce sont des équipements qui ont plusieurs cartes réseau, dont chacune est reliée à un réseau différent. Un protocole de routage est un ensemble de processus, d'algorithmes et de messages qui permet d'échanger des informations sur les différents itinéraires. Et toutes ces infos sont stockées dans ce qu'on appelle une table de routage. C'est dans cette table que les routeurs apprennent les meilleurs itinéraires pour aller vers une destination. Ces informations sur les différentes routes sont partagées dynamiquement entre routeurs. C'est-à-dire que lorsqu'un routeur reçoit des infos sur une nouvelle route, ou bien simplement un changement d'itinéraire, alors il mettra à jour sa propre table de routage et il partagera ces infos aux autres routeurs. De cette façon, tous les routeurs ont des tables de routage très précises qui sont mises à jour dynamiquement. Tous les protocoles de routage ont le même but, c'est d'apprendre les réseaux distants et de s'adapter rapidement dès qu'il y a un changement dans la topologie. Et pour y arriver, tout dépend de l'algorithme du protocole de routage et de ses caractéristiques. Tout ce travail pour calculer les itinéraires utilise la mémoire et le processeur du routeur. Et de plus, quand les routeurs partagent leurs informations sur les différentes routes, ça consomme de la bande passante. Ce qui peut causer des problèmes sur des liens qui n'ont pas un gros débit. Par exemple, les protocoles de routage EIGRP et OSPF sont très bavards et travaillent énormément pour avoir la meilleure table de routage, c'est-à-dire la table la plus à jour possible. Parmi les protocoles de routage dynamique, nous avons deux grandes familles qui sont IGP et EGP. On va plutôt se focaliser sur les protocoles de routage intérieur. Parmi eux, il y a deux types différents, ceux à vecteur de distance et ceux à état de lien. Les protocoles de routage à vecteur de distance permettent de construire des tables de routage sans aucune vision globale du réseau. Le terme vecteur vient du fait que le protocole manipule des tableaux vers les autres nœuds du réseau. Et le mot distance est le nombre de sauts qui lui permet d'atteindre les autres routeurs. IGRP et RIP sont des protocoles de routage à vecteur de distance. Et on a ceux à état de lien qui utilisent un algorithme beaucoup plus efficace. Ici, les routeurs construisent leur table de routage en fonction du coût des différentes liaisons. OSPF et ISIS sont des protocoles de routage à état de lien. Ils ont l'avantage d'avoir une convergence très rapide. Alors, petite exception pour le protocole propriétaire Cisco qui est EIGRP, ce dernier est plutôt classé comme un protocole de routage à vecteur de distance avancé. On peut aussi l'appeler hybride, car il reprend les mêmes concepts de fonctionnement de ceux à état de lien. Même si le protocole RIP est très ancien et peu utilisé, il est tout de même important d'en parler pour comprendre mieux le principe du routage dynamique. Le protocole RIP existe en trois versions. Il y a RIP v1 qui utilise les masques par défaut des classes IP, RIP v2 qui permet d'utiliser des masques modifiés, et RIP NG pour l'IPv6. C'est un protocole normalisé qui fait partie des protocoles IGP, c'est-à-dire du routage interne. Il envoie à ses voisins routeurs toutes les 30 secondes sa table de routage complète en utilisant le split horizon et route poisoning. Le split horizon permet de transmettre à ses voisins uniquement les réseaux qui ne lui sont pas directement raccordés. Par exemple, sur cette topologie, la table de routage du routeur 1 comprend les réseaux qui lui sont directement connectés, et aussi ceux qui ont été appris par le protocole RIP, c'est-à-dire les réseaux à l'autre bout. Sur le routeur 2, c'est pareil. On voit bien ces deux réseaux qui lui sont directement connectés et le réseau 192.168.10.0 qui est derrière le routeur 1. Une mise à jour RIP du routeur 1 au 2 comprendra l'ensemble des réseaux que le routeur 1 connaît, mais aussi les réseaux que le routeur 2 connaît déjà puisqu'ils lui sont directement connectés. Grâce au split horizon, il enverra que les réseaux utiles dont le routeur 2 a besoin. En gros, le split horizon fait en sorte de ne pas transmettre des informations inutiles à ses voisins, ce qui permet de diminuer la bande passante. Et le route poisoning permet de supprimer les réseaux indisponibles des tables de routage. Par exemple, si le réseau 192.168.10.0 devient indisponible, une mise à jour RIP partira du routeur 1 pour informer le routeur 2 avec une métrique infinie pour ce réseau indisponible. La métrique infinie pour RIP est 16.
Comme ça, si des paquets arrivent à destination de ce réseau sur le routeur 2, il se permettra de les supprimer directement sans le passer au routeur 1. Passons maintenant à la configuration de RIP. La commande routeur RIP permet d'activer le protocole. Par défaut, il est dans la version 1. Pour activer le RIP v2, il suffit de taper la commande version 2. Et la commande network permet de chercher de nouveaux voisins de ces réseaux et de les déclarer dans ces mises à jour à ces voisins. Et voici maintenant à quoi ressembleraient nos tables de routage. Sur le routeur 1, on voit une ligne RIP qui dit que pour joindre le réseau complètement à droite, il faut passer par l'interface 01 du routeur 2, celle qui porte l'IP 192.168.0.2. Et pour le routeur 2, c'est la même chose, on y voit ces réseaux qui lui sont directement connectés, et en RIP, on a le réseau 192.168.10.0 qui est joignable via l'IP 192.168.0.1. Sur la ligne RIP, le chiffre 120 correspond à la distance administrative et le 1 correspond à la métrique. Les routeurs qui fonctionnent avec le protocole RIP envoient périodiquement des messages d'update. Ces messages sont envoyés toutes les 30 secondes. Et si un des routeurs ne reçoit pas de mise à jour, alors cela aura pour effet de déclencher différents types de timers. Si au bout de 30 secondes il ne reçoit pas sa mise à jour, alors le timer invalide se déclenche. Après 180 secondes, l'itinéraire est considéré comme invalide et placé dans le mode Hold Down. Dans ce mode, les mises à jour de cette route seront ignorées pendant 180 secondes, à moins qu'elle obtienne une métrique plus faible. Et par contre, si au bout de 240 secondes, la route est toujours indisponible, alors elle sera supprimée de la table de routage. Le protocole de routage RIP v2 est le plus simple à configurer. On l'utilise principalement sur de petits réseaux car il a quand même pas mal de limites. Par exemple, sa métrique pour choisir le meilleur itinéraire est basée uniquement sur le nombre de sauts avec un maximum de 15 sauts. Il choisit sa route en fonction du nombre de sauts qui le sépare de la destination. Il préférera utiliser le chemin qui comporte le moins de routeurs sans tenir compte de la bande passante. Il prendra donc le chemin le plus court mais pas forcément le plus rapide. Par exemple, si le PCA veut joindre le PCB, eh bien les données passeront par l'itinéraire du milieu, c'est-à-dire par le routeur 2. Et voici la configuration du protocole de routage RIP v2. La version 1 n'est plus trop utilisée. La commande routeur RIP permet d'accéder au mode de configuration du protocole de routage. Vous pouvez voir que le sigle est passé de config à config routeur. Alors par défaut, lorsque l'on configure RIP sur un routeur, ce sera la version 1. La commande version 2 permet d'utiliser RIP v2. La version doit être identique sur tous les routeurs. La différence entre les deux, c'est que la version 2 prend en charge le masque de sous-réseau dans ses mises à jour, ce qui n'est pas négligeable. À ce stade de la configuration, le protocole RIP n'est toujours pas activé, c'est-à-dire qu'il n'émet aucune mise à jour. Il s'active dès qu'on lui ajoute les réseaux qui lui sont directement connectés avec la commande network. Chaque réseau directement connecté au routeur devra être déclaré avec la commande network. Et c'est cette commande qui active le protocole RIP sur les réseaux des interfaces qui ont été annoncées. Ces interfaces enverront et recevront des mises à jour RIP toutes les 30 secondes. La commande ShowIP Protocol affiche des informations sur les protocoles de routage qui sont configurés. Ici, on voit qu'il utilise le protocole RIP, que les mises à jour sont envoyées toutes les 30 secondes. D'ailleurs, la prochaine sera dans 21 secondes. L'intervalle de temps pour qu'une route soit déclarée invalide est de 180 secondes. Il est conseillé de configurer ce paramètre au minimum à 3 fois le temps des mises à jour. Ici, comme les mises à jour sont à 30 secondes, il faudrait au minimum 90 secondes. C'est donc suffisant. Une route devient invalide lorsque aucune mise à jour ne rafraîchit la table de routage. La route entre alors dans un état de hold down et sera marquée comme inaccessible après l'expiration des 180 secondes qui est le temps par défaut. Le délai avant qu'une route invalide soit supprimée complètement de la table de routage est de 240 secondes. Ici, on voit que la version RIP utilisée est la V2. On voit bien aussi les réseaux que le protocole RIP a appris. Et juste en dessous, on voit les sources de routage que l'iOS Cisco utilise pour créer sa table de routage. Pour chaque source, on peut voir l'adresse IP, la distance administrative
et l'heure où l'appareil a reçu sa dernière mise à jour. La dernière commande de type show qu'on va voir dans ce cours, c'est la commande show IP route. Elle permet d'afficher le contenu de la table de routage, c'est-à-dire les entrées pour tous les réseaux et sous-réseaux qui ont été appris. La lettre C indique que l'itinéraire provient d'une connexion directe à l'interface du routeur. Le R indique que la route a été apprise par le protocole RIP. Nous allons maintenant détailler la dernière ligne de la table de routage. Le premier réseau correspond au réseau distant. Ici, c'est celui du PCB. Le chiffre 120 est la distance administrative et le 2 est la métrique de l'itinéraire. C'est-à-dire que le routeur 1 doit traverser deux autres routeurs avant de joindre le PCB. L'IP 10.0.2.2 est l'IP du prochain saut pour joindre le PCB. Ici, elle correspond à notre routeur 2. Il s'agit du chemin où il y a le moins de routeurs à traverser. Ensuite, on a le temps écoulé depuis la dernière mise à jour de la route. Et pour finir, on a l'interface par laquelle le réseau du PCB peut être atteint. Si le routeur ne met pas à jour sa table de routage, les commandes showRunInConfig et showIPProtocol peuvent aider grandement à vérifier s'il y a une erreur de configuration.